Vous êtes très nombreux, mesdames et messieurs, à travers le monde. Vous qui nous suivez de partout, en République démocratique du Congo, aux USA, même vous qui êtes en France, en Suisse. Vous êtes tellement nombreux, vous qui aimez notre chaîne, vous qui suivez à tout moment nos émissions CGN Fondement Télévision en collaboration avec toutes les chaînes avec lesquelles nous travaillons ensemble. RK Pro TV, de la Foi Télévision, plusieurs chaînes vont diffuser cette émission. Vous êtes tellement nombreux, mesdames et messieurs. Nous venons encore avec une très grande thématique que nous allons analyser parce que vous savez que notre chaîne vous donne toujours des bonnes informations, des belles analyses par rapport aux situations qui prévoient ici en République démocratique du Congo. Alors, la nationalité congolaise portée du droit positif et perspective, c'est ça la thématique que nous allons analyser, mesdames et messieurs. Je voulais tout simplement dire que à travers cette émission, à travers cette édition, nous voulons savoir ce que prévoit le droit positif congolais en ce qui concerne la notion de la nationalité, mais aussi les quelques perspectives que nous pouvons envisager en ce qui concerne cette notion. Alors, pour mieux analyser, nous avons fait appel à un juriste. Il est avocat, sinon avocat au barreau Kinshasa Matete, mais aussi il est assistant chargé de plusieurs cours dans quelques universités ici en République démocratique du Congo. Lui, c'est Maître Cisco. Il aime aussi qu'on l'appelle Zoé Lutumba. C'est avec lui que nous allons faire cette analyse. Il est là. Bonjour, Maître. Bonjour, monsieur Gaspard Ndongala, et je profite aussi pour vous remercier de l'invitation que vous m'avez lancée. Merci beaucoup, Maître. C'est pour la première fois que vous veniez ici sur notre plateau. Sentez-vous très à l'aise? Ah oui, je ne suis pas un habitué de la caméra, mais là, puisque l'émission a beaucoup plus une portée scientifique, et donc qui dit science, dit presque dans mon domaine, voilà. Voilà, vous êtes plus scientifique. Ici, il ne sera pas question des débats politiques, mais ici, il sera question de fixer l'opinion en cette matière-là, en cette notion de la nationalité congolaise, ce que prévoit le droit positif congolais. Alors d'abord, est-ce que cette thématique vous va déjà? C'est une question plus qu'essentielle. Il faut le souligner en liminaire. Et cette question, évidemment, parce que vous avez dit qu'il ne fallait pas, dans le cadre de cette émission, beaucoup plus mettre l'accent sur l'aspect politique, ce qui fait que ça me convient le mieux possible. Mais le sujet en soi, ça me va, parce qu'il en va également de la vie de notre pays et que les gens soient informés. Et nous, les scientifiques, nous en avons également la responsabilité. Voilà. Voilà, le scientifique, vous avez la responsabilité d'éclairer l'opinion, tant nationale qu'internationale. Alors, parlant déjà de la notion sur la nationalité, c'est quoi d'abord la nationalité? Les concepts là, d'abord, nationalité, ça veut dire quoi, Maître Cisco Zoé? La nationalité, s'il faut aller dans la sémantique, oui. Vous comprendrez avec moi qu'il y ressort le mot nation. Donc la nationalité ne peut être qu'en relation avec le mot nation. Et la nation elle-même, pour faire court, c'est ces groupes d'individus qui a le vouloir vivre collectif. Alors définir ainsi dans la sémantique la nationalité a été lourde de conséquences. Parce que ça participait même à l'émiettement du continent européen, parce qu'il y a plusieurs pays au sein desquels il y avait plusieurs nations, s'il faut le dire ainsi. Il y a des gens, des communautés qui se considéraient comme étant et ayant le vouloir vivre collectif et qui ne se reconnaissaient pas dans l'ensemble, vous voyez. Et ces gens-là se sont autodéterminés et ont créé leur propre État, vous voyez. Et c'est là qu'il a été proposé une vision beaucoup plus juridique
de la définition de la nationalité. Et cette vision juridique a été reprise par les législateurs congolais par le passé. C'est qu'aujourd'hui, la nationalité, on la définit comme étant ces liens de rattachement d'un individu à un État. Un lien de rattachement d'un individu à un État. Ouais. Alors, j'aimerais que nous puissions d'abord expliquer les quelques concepts là pour que nous puissions déjà entrer dans le vif de notre analyse. Alors, parlant du droit positif, il y a plusieurs qui nous suivent. En Suisse, par exemple, je vois M. Augustin Aimba, qui est un éducateur social, qui nous suit déjà. Il y en a d'autres qui vont nous suivre aux États-Unis. Ils veulent savoir... Quand vous dites le droit positif, qu'est-ce que signifie le droit positif? La question du droit positif, d'abord le terme n'est pas inconnu d'un grand nombre de législations. C'est que quand on parle du droit positif, on voit simplement le droit qui est en vigueur sur un territoire donné. Alors, le droit positif, il est aussi évolutif. Le droit positif d'hier n'est pas identique au droit positif d'aujourd'hui. Vous voyez? Donc le droit positif, pour faire bref, c'est cet ensemble de règles qui s'appliquent sur un territoire actuellement. Voilà, à un moment donné. Et ici, actuellement, les droits positifs congolais actuellement, par exemple ici, c'est ce que nous allons analyser. Donc c'est les droits en vigueur en ce moment-ci. Vous avez dit c'est l'ensemble des règles que l'on peut trouver ou par exemple c'est ce que l'on trouve dans une constitution, c'est ce que l'on trouve dans n'importe quel code. Expliquez-vous un peu sur ça. C'est ce que je venais de dire, c'est que le droit positif c'est cet ensemble de règles en vigueur, donc qui s'appliquent. Du code de la famille, c'est toujours les règles. Qui s'appliquent évidemment à un moment donné. Alors, je précisais en disant que le droit positif d'aujourd'hui peut être différent du droit positif d'hier, parce qu'il est évolutif. La question de la nationalité concernant le droit positif, aujourd'hui par exemple, c'est cet ensemble de règles qui se trouve en vigueur aujourd'hui. On retrouve cet ensemble de règles dans la Constitution, dans la loi organique, dans la loi ordinaire, dans le règlement, d'une manière générale. Nous avons ordonnances, décrets, arrêtés, et ainsi de suite. C'est tout cela qui forme le droit positif. Vous voyez, cet ensemble de règles qui se trouve donc en vigueur. Okay. Merci beaucoup, Maître Cisco. Je précise encore que vous êtes un juriste, donc vous êtes avocat déjà au barreau Kinshasa Matete. Je suis rassuré que plusieurs de vos collègues vous suivent déjà en ce moment et ils vont continuer à vous suivre à travers notre chaîne parce qu'à tout moment qu'il y aura des questions judiciaires, nous ferons toujours appel à vous comme étant l'un de nos consultants. Alors, allons-y directement dans le vif de notre sujet. Que prévoit le droit positif congolais en ce qui concerne la notion de la nationalité? Merci pour cette question, apparemment résumée, mais à laquelle la réponse peut nous étendre à toute une année. Mais nous allons... Comment ça va être? Toute une année? Toute une année, s'il fallait entrer en détail. Oui. Mais en quelques minutes, j'aimerais d'abord préciser un principe que je peux dire sacro-saint en cette matière de nationalité. Et ce principe est d'ordre international. Il y a le principe de la compétence exclusive et de la liberté des États. Ce principe est d'une importance capitale et cela appelle à être posé chaque fois que l'on veut parler d'une question aussi importante que de la nationalité. Les États sont donc libres de déterminer les règles devant régenter les questions de la nationalité. Aucun État ne peut imposer à l'autre, voyez, comment gérer la question de la nationalité. Sur le plan du droit international, ce principe a été posé. Vous voyez, il est vrai que ce n'est pas un principe d'ordre public, parce qu'il y a, comme on va le voir dans la suite de l'émission, il y a quand même certaines conventions internationales qui interviennent et qui donnent certaines directives pour éviter, par exemple, l'apatridie.
Mais en soi, il faut déjà que cela soit retenu d'entrée des jeux, que chaque État a cette liberté d'organiser la question de nationalité comme il l'entend. Mais en droit congolais, il y a des instruments phares. Nous avons la Constitution du 8 février 2006, modifiée par la loi numéro 11, barre 002, du 20 janvier 2011. Je parle de la Constitution congolaise. Il y a la loi numéro 04, barre 024, du 12 novembre 2004, relative à la nationalité. Il y a aussi, je peux épingler, c'est aussi un instrument d'une portée capitale, l'arrêté ministériel numéro 261, barre K, barre mine, barre J, de 2006, qui porte certaines mesures d'exécution de la loi sur la nationalité. Alors, ici, dans le cadre de cette émission, ce sont des instruments phares. Vous voyez, nous allons y revenir, qui nous donnent la matière, évidemment, pour déterminer la portée exacte de la nationalité congolaise. Alors, d'une manière générale aussi, dans toutes les nations, dans tous les États, il y a deux systèmes de rattachement. Lorsque je définis la nationalité, je dis que c'est un lien de rattachement d'un individu à un État. Comment se fait ces rattachements? C'est la question essentielle. Comment se fait ces rattachements? Alors, tous les États naviguent entre le ius soli et le ius sanguinis. Le ius soli qui veut donc dire le droit du sang, plutôt le droit du sol. Un enfant né sur un territoire a d'office la nationalité de ce territoire. C'est ça le critère de la naissance par rapport à la terre. Vous voyez? Mais il y a aussi le ius sanguinis. Ici, c'est le droit du sang. L'enfant a la nationalité de son père, de sa mère. Je dis et où donc? Ça peut être l'un des parents ou les deux. Vous voyez? Alors, le droit congolais a opté pour les deux systèmes, des critères. Il y a une combinaison, évidemment, dans l'optique de la perfection. Et cela se dénote par l'analyse ou la glose des dispositions légales. Comment l'on peut être congolais? Comment on peut devenir congolais? C'est la question essentielle alors. Oui, d'ailleurs c'est là où nous voulions déjà arriver par rapport à notre émission déjà. Comment peut-on devenir congolais et comment peut-on être congolais? Qu'est-ce qui fait que l'on soit congolais et qu'est-ce qui fait que l'on devienne congolais? Voilà, alors, l'on est congolais, soit d'origine, soit par acquisition. Bon, les termes acquisition est un peu impropre. On devrait plutôt dire la nationalité dérivée. Parce que bon, si on passait par une analyse sémantique, on peut dire même l'enfant qui est national d'origine a aussi acquis la nationalité à la naissance. Mais je n'entre pas dans cette controverse terminologique, mais on reste dans la logique de la Constitution, nationalité d'origine, nationalité par acquisition. L'on devient un national. Déjà dans l'article 10 de la Constitution. Je suis de plein pied dans l'article 10. L'article 10 de la Constitution, dans son analyse, n'a pas été trop détaillé. Qui est congolais d'origine? Dans la Constitution, l'article 10 ne parle que de la nationalité d'origine par appartenance. Vous n'allez pas trouver dans la Constitution la nationalité par filiation. Vous n'allez pas trouver dans la Constitution la nationalité par présomption de la loi. Les deux autres modalités sont à retrouver dans la loi sur la nationalité. Vous voyez? Alors, parlant de ce que prévoit la Constitution, la nationalité par appartenance. Cette nationalité a une histoire. Donc, mieux expliquer cette question de la nationalité par appartenance équivaut à ouvrir la page d'histoire. Vous voyez?
Nous sommes le 26 février 1885. Les grandes puissances, avec un individu, le roi belge, Léopold II, vont se partager, si je peux le dire ainsi, un aussi grand territoire qu'est le territoire africain. L'on donne, ce qui est quand même curieux, la partie la plus importante, ou sinon l'une des parties les plus importantes, à un individu, le roi belge. En 1908, l'État indépendant du Congo passe entre les mains de la Belgique. Ça devient Congo belge. Ça devient Congo belge. 2 ans après, nous sommes en 1910, parce que la Belgique est maintenant, entre guillemets, colonisatrice. De l'autre côté, du côté du Rwanda-Urundi, qui faisait alors que partie d'un seul État, le Rwanda-Urundi, va être confié à l'Allemagne. Et en 1910, il y a un accord qui sera conclu entre la Belgique et l'Allemagne. Et de cet accord, il y a eu précision sur le territoire. Les territoires dont les frontières avaient déjà été déterminées en Berlin. Mais il y avait une confusion sur terrain. Et c'est là qu'il y a eu cette convention, au terme de laquelle les Congo belges vont récupérer certains territoires, comme l'île Idjwi, comme le Djomba et Boucha, et il y a Gisani, et ainsi de suite. Ces territoires étaient donc, pendant beaucoup d'années, considérés comme un territoire du Rwanda-Urundi. Et les populations qui s'y trouvaient étaient des populations d'expression Kinyarwanda. Vous voyez? Et donc, par cet accord, ces partis vont réintégrer le Congo belge à l'époque. Vous voyez? Ce qui fait que ces populations-là étaient devenues des sujets de quel État? Vous voyez? Mais ce n'est pas tout. 85 conférence de Berlin, 5 ans après, il y a eu la déclaration de Bruxelles qui a modifié l'acte général de Berlin relativement à la question du droit d'entrée de 10% à l'importation, parce que l'EIC était presque en faillite. Mais les 2 accords, que ce soit l'acte général de Berlin, que ce soit la déclaration de Bruxelles, avaient subi une abrogation. Vous voyez? Avaient subi une abrogation le 10 septembre 1919. Vous voyez? Remplacée par la déclaration de Saint-Germain en Laye. Et par cette déclaration, qu'est-ce qui adviendra? Parce que 1919, on est après-guerre, la Première Guerre mondiale, ainsi de suite. Et évidemment, alors, la colonie allemande, le Rwanda-Urundi, sera placée sous tutelle de la Belgique. Et ce qui fait que, avec cette réunion administrative qui était devenue plus accrue en 1925, les populations d'expression Kinyarwanda ont pu évidemment faire beaucoup de mouvements sur le sol congolais. Vous voyez? Et le nombre de ces populations ne faisait qu'augmenter. On n'en est pas arrêté là. Parce qu'il faut également parler de la mission d'immigration des Banyarwanda, la MIB, qui avait été mise en place en 1937. Cette mission, parce qu'on avait constaté, cette mission est partie d'un constat selon lequel le Massissi n'avait plus assez d'habitants. Eh bien, puisque la Belgique, disons le Congo belge et le Rwanda-Urundi, un seul territoire sur le plan administratif, l'on a organisé le déplacement de population, j'utilise le déplacement dans son sens terre à terre, pas dans les sens juridiques, vont venir à Massissi, encouragés et par les autorités coutumières et par les autorités politiques du Kivu, mais aussi par les autorités rwandaises. Ces populations vont venir sur notre sol, voyez? Mais ce n'est pas tout. Il y a d'autres raisons. Rapidement, maître. Rapidement, évidemment, parce que Henri Eben le cite également. Les Rwanda-Urundi sont des pays à pression démographique. Pas beaucoup d'espace, ces gens-là venaient sur notre sol. Vous voyez?
Mais aussi, entre 1959 et 61, il y a eu de mouvements évidemment incommensurables de personnes. Parce que le parti Paramehutu venait de remporter les élections, et renversant ainsi la monarchie. Les dignitaires du pouvoir, ceux qui avaient des accointances avec le gouvernement de la monarchie, sont donc venus se réfugier, entre guillemets, sur notre sol. Alors, il fallait maintenant régler toutes ces questions-là. Okay. Je n'ai pas ici cité les grandes familles qui ont frappé le Rwanda-Burundi entre 1905 et jusqu'en 1956, probablement. Vous voyez, il fallait régler cette question. La Constitution, la loi fondamentale, d'ailleurs élaborée en Belgique, nous imposait, n'a réglé pas cette question. Le Louarbourg a également posé des règles, mais il n'y avait pas eu, je veux dire, la soif n'avait pas été étanchée. Les problèmes existaient toujours. Nous avons évolué jusqu'à ce que, pour couper court à toutes les controverses et qui n'ont eu pour résultante que la guerre, l'instabilité de la partie Est, on a posé un principe selon lequel toutes les personnes qui ont des ancêtres, membres de tribus qui existaient sur le territoire de ce qui est devenu le Congo, jusqu'en 1960, avaient désormais, dorénavant, la nationalité congolaise. Il est vrai que quand vous regardez les terminologies, dans la loi de 2004 sur la nationalité et la loi, si nous disons la Constitution, il y a un terme qui fait un peu irruption, qui doit être évidemment élagué, parce qu'on dit toutes les tribus dont les personnes et les nationalités. On a enlevé nationalité dans la Constitution parce que c'était lourd des conséquences. Donc voilà un peu, quand on dit Congolais par appartenance, vous voyez d'où on en vient. Ça, une histoire. Mais l'on peut également être Congolais par filiation. Ces liens de sang. J'ai dit, la Constitution n'en parle pas. On retrouve cet état de choses dans la loi de 2004 sur la nationalité. Vous êtes issu d'un père ou d'une mère congolaise, un père congolais ou d'une mère congolaise, vous êtes Congolais d'origine. Vous êtes issu de deux parents congolais, vous êtes Congolais. Vous voyez? Ça, c'est la nationalité, je veux dire, l'octroi de la nationalité par la naissance, par la filiation. Le fait d'avoir un ou les deux parents ici au sens restreint, ayant la nationalité congolaise. Mais l'on peut également être Congolais d'origine, outre par appartenance et par filiation, par présomption de la loi. C'est-à-dire? Bon, le mot présomption, parce qu'il y a des non-juristes qui nous suivent également, le mot présomption veut simplement dire une conséquence tirée à partir d'un fait connu sur un fait inconnu. C'est, pour faire simple, une supposition en droit. Est-ce que la Constitution prévoit cela? La Constitution ne prévoit pas cet état de choses, mais on retrouve cela dans la loi de 2004, sans pour autant, je veux dire, dénier à cette modalité d'octroi de la nationalité sa légalité. Non, c'est une modalité légale. Mais il fallait simplement faire cette précision-là qu'on n'en trouve pas dans la Constitution. Par présomption de la loi, il y a, je peux dire, trois modalités suivant lesquelles l'on peut devenir Congolais par présomption de la loi présume. Un enfant trouvé, un enfant nouveau-né, c'est une précision de taille, un enfant nouveau-né trouvé sur le sol congolais, dont on ne sait ni son père, ni sa mère, est considéré comme étant Congolais d'origine. Qu'il soit blanc, jaune, chocolat. Attention, la précision est que vous avez dit vous-même que la Constitution congolaise ou la Constitution de la République démocratique du Congo ne prévoit pas cela. Est-ce que quelque chose qui n'est pas prévu par la Constitution, est-ce que ça peut entrer en vigueur, maître? La Constitution ne prévoit pas tout. Tant que ce n'est pas contraire à la Constitution, donc ça s'applique. Et puis dans les droits positifs. Donc je disais, la présomption de la loi, un enfant nouveau-né qui est trouvé sur le sol congolais est Congolais d'origine. Il est Congolais d'origine. Qu'il soit blanc, je répète, jaune, vert, il est Congolais d'origine.
Mais l'on peut également être congolais d'origine par présomption de la loi lorsque l'on est issu de parents apatrides. Apatride, patrie, le A c'est le A privatif. Donc c'est une personne qui n'a aucune nationalité. Les parents déjà n'ont aucune nationalité. Aucune nationalité. Donc les deux parents, par exemple, n'ont aucune nationalité. Ils n'ont parents ou l'un des parents. Les deux parents n'ont pas de nationalité. Okay. Ici, suivant cette hypothèse, parce que les gens peuvent se poser la question, est-ce que ça peut exister? Bien sûr. Il y a des pays où l'on ne peut que se marier avec un national de ce pays. Vous vous mariez à un étranger, l'on vous de choix la nationalité de ces pays-là. Voyez? Alors, un enfant qui est né de cette relation entre deux personnes qui n'ont aucune nationalité du tout, cet enfant sera également considéré comme étant congolais d'origine. Mais il n'y a pas que ça. La présomption de la loi. Il est possible qu'un enfant naisse de parents relevant d'une nationalité où le rattachement n'est établi que par le ius soli, le droit du sol. C'est-à-dire, pour être national de ces pays, il faut nécessairement naître sur leur territoire. Et ces parents ont eu cet enfant en dehors de leur territoire. Vous voyez? Donc, on peut dire que cet enfant n'a pas la nationalité de ces territoires-là, dont relève ses parents. Vous voyez? Et pour couper court au problème de nationalité, le droit congolais ouvre grand le bras et reconnaît à cet enfant la nationalité congolaise. Mais une petite précision, maître, toutes ces dispositions, on peut les trouver dans quelle loi, dans quel article, en fait, on peut trouver ça où? Vous prenez la loi sur la nationalité, vous pouvez commencer à l'article 6 jusqu'à l'article 10, ce ne sont pas beaucoup de dispositions, vous allez trouver tout ce que le droit congolais prévoit en matière de nationalité concernant la nationalité d'origine. Et l'instrument juridique, c'est la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004. Mais il y a une précision. La présomption de la loi comme modalité d'acquisition de la nationalité d'origine ne relève que de recommandations internationales. Si vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, vous prenez le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, vous prenez la charte africaine de droits et du bien-être de l'enfant de juillet 1990 et bien d'autres dispositions, instruments juridiques, même la convention qui vise la réduction des cas d'apatridie, vous voyez, tous ces instruments juridiques ont posé un principe comme quoi tout enfant doit avoir la nationalité, vous voyez, et c'est pour éviter qu'un enfant né sur le sol congolais ou retrouvé ou relevant de parents dont le pays refuse à cet enfant la nationalité, les droits congolais, est donc appelé à ouvrir ce bras en donnant à ses enfants la nationalité. Il est vrai qu'on peut s'interroger, est-ce qu'il a été important qu'on leur donne la nationalité d'origine, pourquoi pas d'acquisition, mais évidemment, c'est un autre débat. Merci beaucoup, maître. Et en tout cas, ici, il n'est pas question d'entrer dans des débats politiques ou politiciens. Chacun va tirer un peu les choses à son côté. Mais nous, ici, nous sommes dans une émission pédagogique où quelqu'un qui a la matière éclaire un peu la société, éclaire l'opinion en ce qui concerne la nationalité congolaise selon les droits positifs congolais. Je pense que vous qui nous suivez, vous avez des précisions quant à ce. Alors, maître, y a-t-il, je pense qu'en tout cas, ceux qui nous suivent ont compris quelque chose, y a-t-il maintenant des perspectives que l'on peut envisager en ce qui concerne les droits positifs congolais par rapport à cette matière de la nationalité? Avant d'y arriver, oui. Parce que nous avons parlé de la nationalité d'origine, oui. La nationalité d'acquisition. Voilà, nous étions dans l'article 10 de la Constitution, là où on parle de la nationalité d'origine, mais aussi la nationalité par acquisition. Alors, c'est quoi la nationalité par acquisition? La nationalité par acquisition, ici, suppose qu'une personne, nous sommes dans le principe, avait la nationalité étrangère ou a la nationalité étrangère, mais voudrait devenir congolais.
Voilà, c'est par là que l'on parle de la nationalité. Un Français qui veut devenir congolais. Voilà. Alors là, il paraît tout à fait indiqué de poser d'abord un principe. Vite, bien sûr. Le principe qui est posé à l'article 10, alinéa 1er de la Constitution. Le principe de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Bien entendu. Vous m'épargnez des explications. Évidemment, la nationalité congolaise ne peut pas être détenue concurremment avec d'autres nationalités étrangères. Mais pour mieux comprendre cette disposition, ces principes, il faut remonter à l'article 2. Parce qu'en réalité, comme l'a dit un professeur, c'est évidemment... c'est une sorte de médaille, avec deux faces, ce même principe. D'un côté, nous avons l'unicité et de l'autre, l'exclusivité. Ce sont deux choses différentes, mais atterrissant sur le même vouloir du législateur. L'unicité ne peut être bien comprise qu'en remontant à l'article 1er de la Constitution. La nationalité congolaise, ou l'État congolais, est un et indivisible. L'unicité a été donc posée pour éviter, je veux dire, qu'il y ait de sous-nationalité. Avec l'expérience de la sécession, ainsi de suite. Non, il n'y a qu'une seule nationalité, c'est la nationalité congolaise. En dehors de celle-là, il n'y a pas de sous-nationalité. Nationalité Luba, nationalité katangaise, il n'y en a pas. Il n'y a que la nationalité congolaise. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous voyez? Mais l'exclusivité ici, c'est en rapport avec la détention. On ne peut avoir qu'une seule nationalité et c'est la nationalité congolaise. Alors, l'on acquiert la nationalité congolaise par plusieurs modalités. Nous pouvons commencer par la naturalisation. Il ne faut pas faire la confusion entre acquisition et naturalisation, ce ne sont pas synonymes. Il y a un rapport d'inclusion. La naturalisation, c'est dans l'acquisition. Mais le terme naturalisation a aussi une histoire, c'est que ça vient du monde naturel. En France, nous sommes pendant le royaume, on n'appelait pas les nationaux français, on appelait plutôt les naturels français. Vous voyez? Et donc, celui qui voudrait être comme français, naturel français, devait obtenir du roi, du souverain, la lettre de naturalisation. C'est là que vient le mot. Cela suppose que vous avez déjà une nationalité étrangère. Vous voyez? Et donc, si vous voulez acquérir la nationalité congolaise par naturalisation, c'est simple. La procédure, elle est connue, tant dans la loi 2004, qui est dans l'arrêté ministériel numéro 261, vous faites votre demande. Et en double exemplaire, mais vous devez avoir résidé au Congo pendant cette année, vous voyez, jusqu'au jour de votre demande. La demande sera appréciée, les conditions sont prévues à l'article 22 et également à l'article 34 de la loi sur la nationalité. À la maison, vous pouvez chercher et lire. Alors, vous introduisez votre demande, la demande sera traitée, le ministre de la Justice va proposer une ordonnance en Conseil des ministres, sera débattu et après on va prendre les observations, on va prendre le projet de l'ordonnance, les deux seront transmis à l'Assemblée nationale pour un avis conforme, c'est-à-dire différents avis obligatoires. L'avis conforme ici, vous devez vous incliner à ce que l'Assemblée nationale veut, si elle accepte que l'on attribue la nationalité ou pas, et après évidemment cette procédure au niveau de l'Assemblée nationale, l'ordonnance sera envoyée auprès du président de la République et vous êtes à ce moment-là congolais, mais vous jouissez des attributions surapportant que si vous prêtez serment devant la cour d'appel. Alors on peut également acquérir la nationalité congolaise par option. Ici l'option vient de opter, choisir, cela suppose que vous aviez la nationalité étrangère, que vous voulez être congolais aussi. Par option, un enfant qui est né soit au Congo, soit à l'étranger, de parents dont l'un avait eu la nationalité congolaise. Cet enfant, on lui accorde la possibilité, à 18 ans, de faire un choix entre la nationalité étrangère et la nationalité congolaise. Lorsqu'il atteint 18 ans, il a 6 mois
pour opérer le choix. Mais l'on peut également opter pour la nationalité congolaise ou devenir congolais par acquisition, suivant cette modalité d'option, lorsque l'on est un enfant adopté, voyez, par un étranger. Voyez, l'enfant qui a été adopté par un étranger, lequel étranger avait acquis la nationalité congolaise, cet enfant, à 18 ans aussi, il peut faire un choix. Voyez, de la même façon que l'enfant dont le parent étranger, l'enfant adopté, dont les parents étrangers ont acquis ou ont recouvré la nationalité congolaise, cet enfant peut également opter pour la nationalité congolaise. Mais c'est pas tout. L'on peut également acquérir... Nous sommes vraiment dans un auditoire pour apprendre vraiment. Bon, vu l'état imparti, je suis obligé de restreindre. Mais... vous résumez, je pense même que la deuxième partie de cette émission, nous allons la prendre au cours d'une autre édition, pour que nous soyons, parce que les gens qui nous suivent veulent comprendre la matière, et quand on prend déjà la première partie, porter du droit positif de cette nation, de cette notion plutôt de la nationalité congolaise, je pense que les perspectives, nous pouvons revenir au cours d'une autre émission très élaborée pour que nous puissions parler un peu des perspectives. Je ne sais pas si ça vous... vu le temps, la télé c'est le temps aussi. Bien évidemment. Okay. En parlant vite, on risque de... d'enchevêtrer les notions aussi. Et on risque de ne pas se faire bien comprendre. Bien évidemment. Voilà. Donc, outre la naturalisation, mais aussi l'acquisition de la nationalité par option, avec ces trois modalités, l'on peut également acquérir la nationalité congolaise par le mariage. Okay. Donc, un étranger qui s'est marié à un Congolais peut avoir la nationalité congolaise. Mais l'acquisition ici n'est pas automatique, parce que le mariage n'a pas de fait automatique sur la nationalité. Et la demande ici ne peut être introduite que, outre d'autres conditions, que si vous avez également résidé au Congo pendant au moins 7 ans. 7 ans. On peut également acquérir la nationalité congolaise par adoption. Alors ici, ça ressemble un peu avec l'option. Par adoption, ici, un Congolais qui légalement adopte un enfant étranger, cet enfant d'office a la nationalité congolaise. Vous voyez? L'on peut également devenir Congolais par adoption, modalité d'acquisition, lorsque un étranger qui a acquis la nationalité congolaise, vous voyez, donc l'enfant adopté par un étranger qui a acquis la nationalité congolaise. Cet enfant est aussi de plein nom congolais par attribution, je veux dire acquisition. Et enfin, l'on peut également devenir congolais par acquisition suivant cette modalité d'option lorsque l'enfant adopté a évidemment un parent qui bien évidemment l'a adopté et qui a recouvré la nationalité congolaise. Maître Cisco, vous êtes juriste, donc cela veut dire, si nous pouvons clore cette première partie de notre émission, nous pouvons dire clairement aux téléspectateurs, aux internautes, aux Congolais, aux étrangers, à tous ceux qui nous suivent, nous pouvons dire clairement qu'il existe la différence entre la nationalité congolaise d'origine et la nationalité congolaise par acquisition. Bien évidemment, il y a une nette différence, et surtout que les modalités sont différentes. Évidemment, les modalités, que ce soit d'octroi ou d'acquisition. Parce que même pour l'acquisition, je n'ai pas fini. Il y a encore deux modes, si vous le permettez. Il y a l'acquisition de la nationalité par le bienfait de la loi. C'est-à-dire, là, il faut combiner deux conditions. Un enfant étranger, des parents étrangers, nés sur le territoire congolais et qui y résident au jour de la demande. Il faudrait qu'il réside au moins pendant 5 ans. Vous voyez, lorsqu'il a 18 ans, cet enfant, et qu'il a résidé pendant 5 ans sur le territoire congolais, 5 dernières années, il peut également introduire sa demande. Et là, c'est les bienfaits de la loi, comme on dit, l'acquisition de la nationalité par la naissance et la résidence. Mais enfin, une autre modalité d'acquisition de la nationalité congolaise n'a pas été prévue par ni par l'article 10, moins encore par la loi de 2004 sur la nationalité.
mais elle résulte de l'analyse faite de l'article 214 de la Constitution. C'est-à-dire? Cette disposition prévoit la possibilité pour un territoire congolais, voyez, d'être adjoint à un autre territoire, voyez, tout comme la possibilité pour un territoire étranger, voyez, de relever désormais du territoire congolais. Donc le Rwanda peut devenir territoire congolais si évidemment, outre d'autres procédures relatives aux conventions, les peuples congolais adoptent cela par voie référendaire. Nous allons passer au vote, qui est pour, qui est contre, voilà. Et si le territoire rwandais devenait désormais territoire congolais, n'en faisait plus qu'un, à ce moment-là, les ressortissants rwandais, vous voyez, les nationaux rwandais plutôt, seront de ces simples faits congolais, mais par acquisition. Vous voyez, donc cela n'a pas été dit expressément, mais de par l'exégèse de l'article 214, cela paraît tout à fait clair. Merci beaucoup, Maître Cisco Lutumba. Je disais à l'entame de notre émission que vous êtes un juriste de formation, avocat au barreau Kinshasa Matete, mais aussi assistant chargé de plusieurs cours dans quelques universités ici en République démocratique du Congo. Il était question avec vous d'analyser un peu la nationalité congolaise portée du droit positif congolais. Mais aussi, il y a une deuxième partie de l'émission qui sera basée sur les perspectives. Vous en avez peut-être? Bien sûr, les perspectives ne peuvent pas manquer. Il y en a évidemment, je ne dirais pas tout un tas, mais le moment venu, nous allons les développer. Est-ce que les politiques sont dans des débats aujourd'hui? Les politiques sont dans les débats, mais les esprits avisés, ceux qui ont une opinion éclairée, savent plutôt que à tout moment que l'on approche des élections, il y a toujours des débats, les uns veulent conquérir les pouvoirs, les autres veulent conserver les pouvoirs. Alors nous ici, nous n'entrons pas dans des débats politiques, mais nous faisons une analyse scientifique pour éclairer tous ceux qui nous suivent. Alors, par rapport à cette première partie, quel est votre mot de la fin, Maître Cisco Lutumba? Le mot de la fin pour cette première séquence, si je peux le dire ainsi, se résume simplement parce que la question de la nationalité est une question très délicate. Et il ne faut pas que nous puissions nous hasarder parce que les répercussions peuvent être trop négatives. Mais en soi, il est aussi du devoir de tout le citoyen congolais, je veux dire de tous les nationaux, de s'imprégner de la loi, parce que la loi, ce sont des écrits. Une bonne partie peut être bien comprise de soi. Là où la compréhension bloque, il y a des spécialistes pour cela. Et ce ne sont pas des questions à traiter par n'importe qui, parce que il y a beaucoup de méthodes qui entrent en ligne de compte pour la maîtrise ou la compréhension de la loi. Voilà. J'aimerais, Maître, que vous puissiez seulement reprendre les quelques textes légaux, là où on peut trouver plutôt toutes les dispositions que vous venez en fait d'annoncer tout au long de notre émission, pour que ceux qui veulent vérifier les écrits, qu'ils puissent s'imprégner facilement. Voilà, l'instrument de base, c'est la Constitution, évidemment, le 18 février 2006, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011. Il y a la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 sur la nationalité. Il y a également un arrêté ministériel qui a posé certaines mesures d'exécution. C'est l'arrêté numéro 261, bar CAB, bar mine, bar J, bar 2006.
voyez, mais aussi sur le plan international, par rapport aux principes, on peut aller sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques, et bien d'autres instruments. Mais bon, évidemment, quand vous regardez même le code de la famille, il y a même une disposition et aussi un rapport avec la nationalité. Je veux dire, pas en posant la question de l'originalité ou de l'acquisition, mais une matière également qui est relative. Merci beaucoup, maître, mais on ne va pas finir si je ne posais pas cette petite dernière question. Est-ce que les débats politiques que nous voyons aujourd'hui, que nous entendons aujourd'hui, est-ce que c'est un débat qui vaut sa peine? Le débat en soi, une société ne peut pas évoluer sans débat. Ce débat vaut également son pesant d'or, mais seulement que le débat doit être fait dans un cadre précis. Par exemple, si vous le permettez, nous ne sommes pas sourds, nous voyons quand même les tollés sur la loi qu'on appelle l'abusement sur la congolité, vous voyez. Bon, les cadres, c'est à l'Assemblée nationale. Nous autres scientifiques pouvons simplement intervenir en tirant la sonnette d'alarme, en précisant également les concepts. Parce que quand vous voyez, quand vous voyez les gens sur le plateau qui craignent, par exemple, qu'il y ait par cette loi de remous au sein de la société. Merci beaucoup, maître Cisco Lutumba. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Merci à vous, chers internautes, vous qui aimez notre chaîne GN Fond de ma télévision. Merci à vous qui aimez RK Pro TV. Merci à vous qui allez suivre cette émission partout à travers le monde. Nos numéros sont là. Vous pouvez juste analyser. Continuer à analyser avec nous-mêmes à travers nos numéros de téléphone. Merci à mon réalisateur Albi Bayunga qui était derrière les caméras. Merci aussi à toi Gloire Nak qui assure le montage de cette très grande émission. Merci à tous ceux qui aident cette chaîne d'aller de l'avant. Continuez toujours à aimer, continuez toujours à vous abonner, continuez toujours à nous faire de remarques parce que nous en avons toujours besoin.